C'est alors qu'il passe à l'étape suivante, le marché international. Et le premier coup sera une réussite puisqu'il s'agit de Léon, sorti en 1994. Dans cette étrange frayeur, Léon, un homme enfant joué par Jean Reno, est un nettoyeur, un tueur professionnel engagé par les mafieux pour régler leurs histoires, et l'un des plus doués avec ça. Il se voit du jour au lendemain devenir le protecteur de Mathilda, la petite ado de 12 ans qui va révéler Nathalie Portman, dont la famille dysfonctionnelle a été abattue par un flic de la DEA déglingué et drogué joué par Gary Oldman. Chacun va s'apprivoiser l'un l'autre et se faire grandir, tout en entretenant une relation allant de père-fille au fantasme de Lolita de la jeune fille, qu'il va réprouver jusqu'à la fin. En 1997, Besson donne vie à un projet dont les premières ébauches remontent à ses 17 ans, le 5e élément. Corbin Dallas, joué par Bruce Willis, doit aider Lilou, joué par Milla Jovovich, guerrier suprême envoyé sur Terre par des aliens pour la protéger, en récupérant 4 pierres qui contiennent la force de la vie. C'est la seule arme capable de combattre une boule de feu gigantesque et douée de conscience, le mal absolu, qui si elle s'écrase sur Terre, détruira toute forme de vie dans l'univers. En 1999, il réalise Jeanne d'Arc, biopic bien entendu fantasmé sur la légendaire pucelle d'Orléans jouée par Milla Jovovich. Guidée par ses visions et ou sa conscience, l'une des idées les plus intéressantes mais aussi incomprises du film, elle va tenter de sauver la France de l'envahisseur anglais et de remettre Charles VII, joué par John Malkovich, sur le trône. S'ensuit une assez longue pause pendant laquelle il commence à développer ses activités de production, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est également en 2001 qu'il lance la production d'un film pour enfants. C'est toutefois Angel A qui sortira en premier en 2005. Jamel Debbouze y incarne André, un petit voyou sans envergure, lâche, menteur, crédule, qui décide de mettre fin à ses jours alors qu'il s'est mis profondément dans la merde. C'est alors qu'il rencontre sur la corniche d'à côté Angela, jouée par Rie Rasmussen, pétasse blonde qui fume comme un pompier et va se jeter dans l'eau avant lui, le forçant à plonger pour la sauver. Ah! Même pour l'amour du cinéma, je plonge pas dans la Seine! La jeune femme va le pousser à se reprendre en main et à se voir différemment pour reprendre le contrôle de sa vie, et pour cause, ce n'est pas une jeune femme comme les autres, c'est son ange gardien. En 2006, le long travail de préparation de Luc Besson et du studio d'effets spéciaux Buff porte enfin ses fruits, puisque sort partout dans le monde Arthur et les Minimoys. Adapté des livres pour enfants écrits par Besson lui-même, le film raconte les aventures d'Arthur, joué par Freddie Highmore, qui fait du Freddie Highmore, un jeune garçon dont le grand-père a découvert le moyen d'entrer dans le monde des Minimoys, de minuscules créatures qui vivent dans le jardin de la maison. Il y rencontrera la princesse Selenia, jouée par Madonna en version originale, et Mylène Farmer en français. Paye ton contraste entre les interprètes. Et affrontera Malthazar, joué par David Bowie en VO, et Alain Bachung en VF. Encore que c'est difficile de savoir quelle est la version originale dans ce film 100% français. Et là, Luc Besson arrête le cinéma. Il avait en effet longtemps dit qu'il arrêterait sa carrière lorsqu'il aurait fait 10 films, et en comptant Atlantis, son documentaire musical sorti en 1991, Arthur est son 10e film. Il précise cependant que si Arthur et les Minimoys est un succès, il reviendra réaliser ses 2 suites, Arthur et la vengeance de Malthazar et Arthur et la guerre des 2 mondes. L'occasion donc de nous arrêter une nouvelle fois et de voir l'évolution des choses. Stylistiquement, Besson conserve sa patte. Cadre esthétique et composé, utilisation des objectifs grand angle avec de moins en moins de déformations. Il se calme un peu plus sur les mouvements de caméra, cela dit, qui avant étaient presque systématiques. Il profite d'avoir les moyens de louer un hélicoptère pour créer une sorte de plan d'ouverture à la Besson. Il s'agit de survoler une surface, la mer dans le Grand Bleu, la rue dans Nikita, Central Park dans Léon et un champ d'astéroïdes pour le 5e élément. La caméra se relève ensuite pour montrer le titre. Il se lassera cela dit du gimmick assez rapidement. Léon marque clairement un tournant dans le travail de Besson. Premier de ses films destinés au marché américain, il sait qu'il doit être un peu plus conventionnel s'il ne veut pas subir un échec cuisant. On retrouve son style, notamment avec les nombreux plans zénithaux, le travelling d'ouverture, la composition très travaillée des plans. Mais c'est surtout dans l'histoire qu'il apporte une touche européenne, en proposant un espèce de mélange entre un film de Scorsese et un Lolita de Kubrick non consommé. Léon est un petit pied de nez tout de même au cinéma américain, qu'on critique souvent pour son penchant psychologique. Une enfance difficile résulte forcément en un adulte délinquant ou particulièrement perturbé dans les codes hollywoodiens. C'est pourquoi la personnalité légère de Mathilda dénote, et la fin, qui devrait être le moment épique d'action, est réglée par une stratégie beaucoup plus intelligente et sans violence. Le 5e élément, c'est le fantasme de Besson, son film space opéra à la Star Wars. Le réalisateur développe pendant des mois l'univers graphique et esthétique, travaillant avec les 2 légendes de la BD de science-fiction française Moebius et Jean-Claude Mézières sur les environnements. On notera d'ailleurs que Star Wars s'est beaucoup inspiré du travail de Mézières, et les costumes seront réalisés par le couturier Jean-Paul Gaultier. Une inspiration profondément française donc, qui offre des images assez neuves. La plupart des films de SF par exemple font un choix assez précis sur la technologie. Sombre et torturé ou clair et lisse. Besson décide de laisser son appréciation plus floue que ça. Si la technologie a son petit côté aliénant, elle a aussi ses bons côtés. Toute la question est de savoir ce que l'humanité va en faire, car la technologie elle-même ne précipite pas vers un futur radieux ou déprimant. Le New York futuriste de Besson est un patchwork qui déborde de couleurs, mais qui est aussi sali par la pollution de la circulation.
On notera aussi que la boule de feu se crée au milieu de l'éclipse de 3 planètes, fait probablement assez rare dans l'univers, et donc utilisé pour le style plus que pour la cohérence scientifique. Bien entendu, le moment de bravoure du film est la scène de la Diva Dance sur laquelle je suis déjà revenu dans mon top 15 des scènes qui m'ont le plus marqué. Dans un pays où le clip s'invite souvent dans les films, sans réellement faire beaucoup plus de travail que mettre un clip dans le film, la minutie, la synchronisation parfaite entre la chorégraphie du combat de Lilou et le récital de la diva dénotent d'un énorme travail de préparation et d'imagination, et bien sûr du talent d'Eric Serra, très féru de composition synchrone avec le montage. Jeanne d'Arc filme la violence des conflits de l'époque avec d'autant plus de force qu'il bénéficie des cadres si composés de Besson. Mais bien sûr, quoi de mieux pour un cinéaste visuel que de devoir travailler sur des visions. Elles sont l'occasion d'un travail esthétique sublime, jouant beaucoup sur la nature. Bêtes sauvages, forêts, vent, trône de pierre pour y asseoir Jésus, ou du moins suppose-t-on que c'est Jésus. Il faut noter qu'elles n'ont rien à voir, pour la plupart, avec les visions rapportées dans les textes historiques. Jeanne d'Arc n'aurait en effet jamais dit avoir vu Jésus en personne, mais des anges, des saints et des saintes. Mais comme la véracité historique, qui est loin d'être bonne, les visions de Jeanne sont aussi romancées que ses actes. Besson esthétise en se concentrant sur les symboles. Il est plus évident pour un spectateur contemporain qu'une vision, surtout catholique, présente Jésus simplement parce que la culture populaire de base ignore en bonne partie les saints, et un ange n'a plus besoin que d'avoir des ailes, là où la sainteté était autrefois exprimée par une auréole. Tout simplement, Besson a modernisé l'esthétique, tout comme l'histoire de Jeanne pour la rendre plus accessible et compréhensible au public moderne. Angela, pour une raison ou pour une autre, est souvent le grand oublié de Besson. C'est pourtant le plus esthétique de ses films récents. Tourné en noir et blanc comme Le Dernier Combat, Besson profite d'une histoire assez simple centrée sur seulement 2 personnages pour installer des cadres magnifiques. Le travail de recherche sur les décors est fascinant, chacun étant soigneusement choisi pour tirer profit de l'absence de couleurs. Les éclairs sur fond noir pour les toilettes, les néons circulaires du club, le bureau rempli de miroirs du mafieux, et je pourrais tous les citer. C'est souvent ce qu'on a reproché au film à sa sortie d'ailleurs, de présenter un Paris de cartes postales, presque entièrement vide, sans jamais se dire que c'était une part volontaire, et de 2, tourné entre juillet et août, période à laquelle il n'y a plus un Parisien à Paris. Enfin ça c'est accessoire. L'idée à retenir, c'est surtout que c'est une fable, un conte. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il y ait peu de piétons dans Paris quand notre héros discute avec un vrai ange venu du ciel pour l'aider? Dans le cadre de ce récit fantasmagorique, la réalité du quotidien parisien n'a pas sa place. La scène la plus intéressante du film, visuellement, est celle où Angela demande à André de se regarder dans le miroir et de trouver les raisons de s'aimer lui-même. Un plan séquence qui requiert le travelling de la caméra derrière un faux mur et un faux miroir, un trucage élaboré pour effacer Rio Rasmussen de l'image, suivi d'un deuxième travelling vers l'avant cette fois, un trucage pour la réapparition d'Angela, et tout ça avec un regard caméra de la part des 2 acteurs. Tant de talent mis au service d'un seul plan pour renforcer son impact. Et puis Arthur et les Minimoys. Un projet qui a nécessité 5 ans de développement, ne serait-ce que pour élaborer les techniques 3D à utiliser, les studios Buff n'ayant jamais fait de film d'animation avant cela. Un choix par exemple a été de construire concrètement les décors pour ensuite les scanner en 3D. Les décorateurs ont donc pu réellement les construire à partir d'assemblages de terre, d'objets, d'herbes, etc. et obtenir ce sentiment de décor assez photoréaliste et différent. Un élément marque en particulier, c'est l'importance de la musique et de la chanson. Beaucoup des doubleurs sont des chanteurs en VO comme en VF. Madonna, qui semble se faire chier comme un rat mort pendant tout le film, et Mylène Farmer, Snoop Dogg et Roth, David Bowie et Alain Bachung, Tommy Bugsy ou encore Dick Rivers, ça fait quand même beaucoup. Avec cette scène de bagarre sur un 33 tours, on a l'impression que Besson profite du film pour faire la culture musicale de ses jeunes spectateurs, avec tous les morceaux les plus populaires de ces 20 ou 30 dernières années. Ce qui m'avait fait plaisir avec Arthur, c'était qu'au moins on avait un film pour enfants qui n'avait pas qu'une morale écolo à la mort moelleux. Bien sûr, ils vivent dans le jardin, mais l'enjeu du film, c'est d'éviter la destruction de la maison en participant à une chasse au trésor. Ce que veut protéger Arthur, c'est surtout la mémoire de son grand-père disparu depuis 3 ans, et sa grand-mère qui prend soin de lui. Les Minimoys aussi, bien sûr, mais c'est pas vraiment là-dessus que le film veut faire la morale, c'est plutôt sur le fait de laisser son imagination s'envoler et de suivre ses rêves. Un récit initiatique basé sur le schéma du héros 1000 visages, la fameuse quête du héros. Car Besson a changé sa façon de travailler les récits, plus traditionnels dans leur construction suite à son passage aux USA. Le script de Léon est étonnamment classique. Un héros bien défini, un scénario en 3 actes très clairs, situation initiale, éléments perturbateurs au bout de 15-20 minutes, péripéties et conclusion dans le dernier quart d'heure. Net, propre et sans bavure, tel le travail de Léon. Idem pour le 5e élément. Si la structure en 3 actes est très classique, le film a tout de même l'originalité d'avoir développé un vrai personnage pour chaque petit rôle. Les hôtesses de l'air, les mangalores, le restaurateur thaïlandais, les flics, ils ont tous droit à une attention particulière qui fait qu'on sent qu'ils ont eu une vie et une personnalité en dehors de la scène où ils apparaissent. Un exemple tout con, mais montrer que le pilote est fatigué à l'arrivée de son vol, c'est une petite touche qui enrichit cet univers. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des scènes comme celle des techniciens qui retirent des parasites étranges de la navette, ou encore la scène où Corben se fait braquer par Mathieu Kassovitz et se fout de son chapeau.
Jeanne d'Arc est un des films de Besson les plus particuliers. Si d'un côté traiter de l'histoire de France lui a permis un bon succès local, le fait qu'il comporte beaucoup d'acteurs américains, tout particulièrement pour jouer Jeanne et Charles VII, dans une production pourtant française, a fait réagir les râleurs du respect de la langue d'origine. Le regard de Besson sur la religion a d'un autre côté sans doute déplu aux pieux américains, sans parler des nombreux manquements historiques et des modifications que s'autorise le réalisateur. Parce que ce n'est pas de faire un documentaire sur Jeanne d'Arc son objectif, c'est de faire un film sur sa légende. C'est justement toute la force du film, concentrée à mon sens dans son troisième acte, lorsqu'elle est faite prisonnière et se met à parler avec sa conscience de par Dustin Hoffman. C'est alors que le film laisse suggérer qu'elle pourrait aussi bien être une folle, non sans un certain humour. Yet from an infinite number of possibilities you had to pick this one. Alors oui, je suis d'accord avec vous, cette scène est géniale, mais à mon sens, elle l'est d'autant plus que la question est réellement ouverte. Qui dit que ce n'est pas en la faisant ainsi douter que le ciel juge son âme, en la confrontant à ses propres doutes, et en la voyant sincèrement désolée des actions qu'elle a dû entreprendre pour mener à bien sa mission. Angela est le premier film de Besson à utiliser la narration par le personnage principal. Une forme utilisée notamment par Martin Scorsese dans presque tous ses films, logique quand il s'agit d'adapter un livre, mais totalement artificielle et purement cinématographique quand il s'agit d'une histoire originale de fiction. À qui est-ce que André parle? S'il ne l'a pas écrit quelque part, si c'est dans sa tête, c'est qu'il s'adresse au spectateur, que d'ailleurs il vous voit. Cette simple convention de narration devrait complètement rabattre le caquet de ceux qui reprochent le manque de réalisme et le pari de carte postale, mais que voulez-vous, quand quelqu'un décide de gueuler, vous pouvez lui faire comprendre qu'il a tort autant que vous voulez, il gueulera. Revenons enfin sur Arthur et les Minimoys, qui est la première adaptation de Luc Besson, bien qu'il ait lui-même écrit les livres. Je salue particulièrement Besson de ne pas prendre les enfants pour des demeurés, mais d'essayer de les faire grandir. Plusieurs blagues sont en effet expliquées aux plus jeunes, et je parle à peine de la façon qu'a Sélénia d'aguicher Arthur. Vous l'aurez peut-être remarqué, Besson a un nouveau trip. Mythes, légendes, croyances, prophéties, voilà désormais ce qu'il inspire. L'histoire du cinquième élément est entièrement basée sur le mythe raconté par Vito Cornelius, des 4 éléments et de l'être suprême. Jeanne d'Arc est un personnage mythique de l'histoire française, dont il est dit dans le film que diverses prophéties annonçaient la venue. L'histoire et la légende se mélangent beaucoup dans les récits du personnage. Avec Angela, difficile de faire plus évident. Il utilise le mythe des anges gardiens pour créer une histoire sur l'acceptation de soi. Et les Minimoys sont directement inspirés des légendes sur le petit peuple de la forêt, plus spécifiquement des lutins. Il choisit des grands récits, aux enjeux forts, même s'ils sont traités avec le comique du cinquième élément par exemple. De son côté, Eric Serra offre à Léon une ambiance extrêmement atypique. La musique est en effet très sombre, reflétant la personnalité de Léon, tandis qu'un instrument à vent représentant Mathilda marque une mélodie lancinante. Cette musique limite expérimentale offre une ambiance unique au thriller, très différente des compositions orchestrales du néo-hollywoodisme moderne. Plus surprenante encore sera la musique du cinquième élément. Fort de ses expériences avec les synthétiseurs, il va passer des mois à créer les sons d'instruments futuristes qui n'auraient pas encore été inventés, comme si le film avait été tourné contemporainement, au XXIIIe siècle, avec les instruments de l'époque. Je serais bien curieux que vous me disiez quel instrument je suis censé entendre là. Ces compositions pour Jeanne d'Arc seront plus traditionnelles, avec d'ailleurs l'utilisation de plusieurs grands morceaux de musique classique et de musique sacrée. Les chœurs sont très présents, tout comme quelques instruments d'époque à vent et à cordes pincées. Dans les passages religieux, où Jeanne a des visions auprès du Seigneur, Serra va marquer l'étrangeté de la scène avec un effet tout simple mais très efficace. Jouer les instruments à l'envers. Tout cela donne un aspect céleste à la bande-son. Angela est une exception. Dans la filmographie de Besson, c'est un des rares films dont la musique n'est pas composée par Eric Serra, mais par Anja Garbarek. Alors là, mon absence de culture musicale fait que je suis un peu emmerdé pour définir le style. D'après Wikipédia, c'est de la trip-hop, mais il y a aussi un très fort héritage du jazz puisque le père de la compositrice est un grand jazzman et saxophoniste norvégien. Les compositions appellent à une sorte de fête au-dessus de laquelle la voix diaphane de la chanteuse pose des paroles un peu flottantes et sombres. Pour les moments de calme, quelques percussions cristallines et des cordes frottées font parfaitement leur office. Si Serra n'a pas fait la musique de Angela, c'est parce qu'il était déjà au travail sur celle d'Arthur et les Minimoys. S'il a été si occupé alors que la bande-son est très classique, c'est justement parce qu'elle est classique. Serra est un grand musicien, mais c'est la première fois qu'il fait une composition orchestrale classique, sans synthétiseur et instruments étranges. Il utilise un orchestre symphonique assez important, et quelques compositions au piano pour les passages d'émotion. Personnellement, je ne trouve pas les bandes-sons de Arthur très mémorables, justement parce que ça manque un peu de sa recherche habituelle. À nouveau, le thème de la femme forte et fragile est central dans son œuvre. Mathilda, bien sûr, même pas besoin de développer. Lilou, guerrier suprême se retrouvant du jour au lendemain dans un corps d'humain, avec les faiblesses et souffrances que cela implique. Jeanne d'Arc, là aussi, difficile de faire à la fois aussi forte et aussi fragile. Angela propose une autre variante avec cet ange qui semble omnipotent, mais est aussi fragile car ses croyances sont mises à rude épreuve, déstabilisant pour un ange.
Enfin, il y a 2 femmes fortes et fragiles dans Arthur. La grand-mère qui survit à la disparition de son mari depuis 3 ans et s'inquiète pour son petit-fils, et Sélénia, princesse déterminée, mais qui aura besoin parfois d'un petit coup de main sans oser l'admettre. Avec Léon, il réalise 45 millions de recettes mondiales, dont plus de 3,5 millions d'entrées en France. Des résultats qui ne seront dépassés que par le 5e élément, qui rapporte 264 millions de recettes mondiales, dont 7,6 millions d'entrées en France. Il faudra attendre Taken 2 pour battre ce record d'une production française, puisque même si tous les acteurs du 5e élément sont anglophones et que le film est tourné au studio Pinewood, il est 100% produit par le français Gaumont. Jeanne d'Arc fera à peu près 3 millions d'entrées en France et 66 millions mondiales, ce qui en fera le premier film de Besson à perdre de l'argent. Angela ne rencontre hélas pas le public et ne fait que 800 000 petites entrées. Il faut dire que le projet est entouré du plus grand secret, très peu d'informations filtrent dans la presse, et à sa sortie, peu de gens le remarquent, un peu ce qui est arrivé au dernier Jean-Pierre Jeunet récemment. Arthur, s'adressant à un jeune public, aura droit à plus de succès, malgré le remontage de Weinstein et le mauvais accueil critique aux USA. 108 millions de dollars et 6,4 millions d'entrées en France. Comme promis, il se lance donc dans la réalisation de 2 suites pour en faire une trilogie. Arthur et la vengeance de Malthazar et Arthur et la guerre des 2 mondes.